Bonjour et bienvenue sur Du Poil aux Pattes, le podcast qui va à la rencontre des professionnels du milieu animal. Je suis Constance, vétérinaire et fondatrice du site Bonjour Eustache. Pour vous, je pars à la rencontre de passionnés qui nous parlent de leur quotidien avec les animaux, de leur métier et de leur parcours pour en arriver là où ils sont. J'espère que ce podcast réveillera des ambitions cachées ou en motivera d'autres. Et surtout, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Yann, éleveur de sacré de Birmanie et juge international pour cette race que nous allons interviewer. Yann nous propose un parcours plein de rebondissements et surtout beaucoup de bons conseils pour tous ceux qui voudraient suivre sa voie. Alors bonne écoute! Bonjour Yann, bonjour Constance. Merci d'être venu jusqu'à moi pour cette interview pour Bonjour Eustache. C'est avec plaisir, oui. Et est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement pour nous dire un petit peu qui tu es? Alors du coup, moi c'est Yann, je suis en fait éleveur de sacré de Birmanie. Et grâce à l'élevage, en fait, j'ai fait des expositions comme tout éleveur réalise en fait au cours de sa vie d'éleveur. Avec ce parcours justement en exposition, j'ai eu l'envie aussi de pouvoir faire partager mon expérience et de devenir moi-même juge international, chose que je suis actuellement depuis peu. Bravo. Et merci. Et puis du coup, suite à une reconversion professionnelle, parce que du coup, j'ai travaillé pendant un petit moment au CNRS dans la recherche en éthologie. Je suis diplômé en comportementaliste animalier, en éthologie, en physiologie génétique. Donc c'est une grosse partie de mes études. Et après avoir travaillé justement sur de l'éthologie avec des primates non humains, j'ai bifurqué après dans un travail de commerce, dans la vente. Je vais pas donner les enseignes, mais du coup j'étais conseiller de vente en animalerie et puis vraiment basé sur le bien-être animal. C'est une chose qui m'a toujours porté à cœur. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à devenir thérapeute en médecine complémentaire pour l'humain et plus particulièrement pour les animaux. Oui, donc tout un programme et plein de casquettes différentes. Exactement. Est-ce qu'on peut te demander aussi pourquoi tu as choisi le sacré de Birmanie? Alors en fait, c'est une histoire, une petite anecdote enfantine, on va dire. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu un film de Walt Disney qui s'appelait L'Incroyable Voyage. Oui. Et dans ce film, donc c'est l'aventure de deux chiens et d'une chatte himalayenne, donc avec les couleurs du siamois. Hein, même Comment elle s'appelle? C'était Sassy. Sassy. Et voilà. Et Chance. Voilà, et Chance, le bulldog américain, et avec un golden retriever également. Et donc du coup, c'est l'histoire en fait de trois animaux de compagnie, deux chiens et un chat qui parcourent une partie des États-Unis pour essayer de retrouver leur famille. Non pas qu'ils ont été abandonnés, mais la famille, donc les parents et les enfants ont été contraints de laisser leurs animaux suite au changement de travail du papa, je crois, de mémoire, et ils préfèrent laisser leurs animaux vivre à la campagne chez des voisins plutôt que les emmener dans la grande ville. Et finalement, les animaux s'échappent pour rejoindre la famille. Et c'est vrai que j'étais interpellé par la beauté de ce chat, et ça m'était toujours resté en mémoire. Et dans la famille, on a toujours été très proche des animaux, mais on n'a jamais eu de chat. Et finalement, quand j'ai arrêté mes études au CNRS, je me suis baladé dans les animaleries, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire pour aller voir les animaux. Et là, j'ai été très surpris de trouver un sacré de Birmanie dans une animalerie. J'y suis allé une première fois. Le lendemain, j'y suis retourné, le troisième fois également. Et on va dire que ça a été le premier crédit que j'ai pris en tant qu'adulte pour sortir ce petit sacré de Birmanie de cette animalerie. Voilà. Le coup de foudre. Le coup de foudre avec c'est une belle histoire. Voilà, ça, avec le fameux Bali, et d'où le nom de mon élevage, la chatterie du Val de Bali. Voilà. Un hommage à ce beau petit chat. Voilà, exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études, nous raconter un peu, parce que tu dis que tu as fait tes études au CNRS. Est-ce que tu peux détailler un petit peu quelles études tu as fait, comment tu t'es engagé dans cette voie? Oui, volontiers. Alors du coup, en fait, à la base, donc quand j'étais au lycée, je suis parti dans une filiale S. Et j'ai toujours été très à l'aise avec tout ce qui était les sciences de la vie, hein, tout ce qui était la biologie, etc. Ça m'a toujours attiré. J'ai toujours eu une facilité à apprendre, à expliquer les choses. Et j'avais toujours eu pour but de devenir vétérinaire. Ah. Donc du coup, en arrivant en terminale, j'ai voulu changer de voie parce que quand je me suis aperçu qu'il fallait avoir
de très très bonnes notes en maths. Écoute, pas forcément, parce que moi c'était mon point faible, mais j'ai compensé autrement. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bon, on va abandonner le côté vétérinaire, et j'avoue que je suis quelqu'un qui est très sensible, et même si il y a une partie que j'admire vraiment dans l'activité de vétérinaire, il y a une petite partie qui me déplaît, dans le sens où je pense que d'un point de vue émotionnel, j'aurais du mal à donner, enfin comment dire, c'est pas tous les jours facile. de faire un euthanasie, c'est ce qui voilà, c'est un acte qui est très beau parce qu'on a la possibilité d'offrir ça à son animal quand il est en fin de vie pour éviter qu'il souffre. Mais personnellement, je pense que je risquerais de pleurer encore plus que le propriétaire, donc c'est pas forcément la chose que les gens attendent. Donc c'est vrai que j'ai voulu bifurquer sur autre chose. Le bien-être animal m'a toujours plu. J'ai vu qu'il existait la possibilité d'être éthologue, d'être biologiste, que ça soit sur le terrain ou en captivité. Et donc au final, donc je me suis orienté dans cette voie en faisant un parcours classique en biologie avec à l'époque c'était ce qu'on appelait le DUG, la licence, la maîtrise et après donc un diplôme d'études approfondies ou un diplôme d'études, je sais plus, DESS, quelque chose comme ça. Enfin, et donc au final, de longues études, donc 5 ans d'études pour après aller sur une thèse et puis partir dans le monde de la recherche. Et est-ce que tu t'étais spécialisé dans une race plutôt une espèce, pardon. Alors en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études à Strasbourg, donc on était spécialisé vraiment sur toutes les espèces. J'ai été capable de faire des éthogrammes. Donc les éthogrammes, c'est tout simplement essayer de comprendre les séquences comportementales que les animaux vont faire pour dire voilà, l'animal va faire ça, donc ça veut dire ça, et essayer de faire des correspondances pour essayer de comprendre le langage des animaux. Et finalement, grâce à ces études que j'ai faites là-bas justement à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, j'ai pu avoir une facilité d'adaptation à faire des éthogrammes sur toutes les espèces, que ça soit espèces canines, félines, les primates non humains, etc. Oui, c'est ça, il me semble qu'il y a un centre de primatologie Exactement, donc j'étais sur le centre de primatologie avec des groupes de singes qui vivaient en semi-captivité, donc sur des parcs de 2 hectares et demi, donc les animaux venaient vraiment travailler avec nous d'eux-mêmes, c'est-à-dire que j'arrivais, je leur faisais un petit signal de claquement de langue comme on fait en équitation, et ils sortaient de leur forêt pour venir travailler avec moi. Génial. Et puis manipuler mes petites boîtes avec les fruits qui étaient cachés dedans, etc. Incroyable. Donc c'est vrai que c'était quelque chose où on voit qu'il n'y avait pas de contraintes au niveau de l'animal, et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui finalement me manque un petit peu parce que j'ai bifurqué un petit peu de cette voie-là. Mais au final, voilà, j'ai été capable de pouvoir travailler sur toutes les espèces. Alors qu'il y a d'autres universités qui sont aussi très réputées, mais qui sont plus spécialisés sur le chien, le chat, etc. Et alors, du coup, après, tu as été commercial, c'est ce que tu disais? C'est ça, D'abord, tu as travaillé en animalerie même? Voilà, donc en fait, j'ai changé de voie, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler au CNRS... Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter? Tout simplement parce que du coup, je ne me reconnaissais plus dans l'éthique du CNRS, enfin de la recherche éthologique en France. Et c'est vrai que j'ai préféré partir et puis abandonner un petit peu un rêve et puis partir sur autre chose. Oui, c'était pas complètement abandonner un rêve, il y avait d'autres projets. Voilà, on va dire comme ça, c'est vrai. Et du coup, j'ai une amie qui travaillait dans une animalerie sur Strasbourg, qui m'a dit, écoute Yann, tu as des connaissances sur les animaux, tu vas venir m'aider, on va ouvrir un nouveau magasin, donc tu vas devenir vendeur les premiers temps, tu vas nous aider à mettre en place le magasin, l'animalerie, et justement avec tes conseils sur le bien-être animal, etc. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu à découvrir un nouveau métier, à conseiller les gens m'appréciaient. J'ai toujours eu une relation avec les humains, on va dire comme ça, assez facile, une aisance relationnelle. Les gens généralement m'apprécient bien, aiment discuter avec moi, et c'est vrai que ça m'a toujours fait plaisir de voir que les clientes et les clients venaient vers moi pour avoir des conseils sur leurs animaux et être orientés au mieux sur les choix des produits qu'ils devaient prendre pour eux. Il n'y a pas eu de contrainte justement pour effectuer ce nouveau travail. Ça a vraiment été naturel et puis vraiment dans l'échange avec les personnes. Et donc du coup, j'ai commencé en tant que simple petit conseiller de vente pour arriver un jour à être responsable d'animalerie. Et au final, suite à des opportunités, j'ai bifurqué après en tant que commercial.
Parce qu'en fait, j'avais envie de connaître aussi autre chose et puis me dire un petit peu, m'expatrier un petit peu à droite à gauche plutôt que de rester en Alsace à l'époque pour exercer cette profession. Et après, de fil en aiguille, le métier de commercial ne me correspondait plus parce qu'en fait, à côté de ça, j'ai commencé à m'ouvrir à des nouvelles choses. Tout ce qu'on appelle les médecines parallèles, etc., tout ce qu'on peut voir actuellement, m'intéresser à savoir comment pouvait fonctionner la médecine chinoise, comment pouvait fonctionner l'acupuncture. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi les fleurs de Bach, et puis il y a aussi des personnes... Alors c'est vrai que c'est un peu le problème, pas le problème, mais quand on met le doigt dans l'engrenage dans ces médecines alternatives ou complémentaires, on est devant un immense champ des possibles, plein de façons différentes de voir les choses qui sont pas forcément antithétiques, elles sont souvent complémentaires, mais c'est difficile de savoir où est-ce que on va aller, par où on va commencer. C'est vrai, parce que quand on a vraiment une richesse qui s'offre à nous comme ça de médecine complémentaire, on a envie de goûter à tout, entre guillemets. C'est comme si on se retrouvait dans un marchand de glace italien avec énormément de goût, puis on se dit j'ai le droit de choisir que 3 boules, mais il y a tellement de parfums. Et c'est vrai que c'est assez dur de pouvoir s'orienter sur ce qui nous correspondrait le plus. Et finalement, c'est vrai que d'un point de vue développement personnel, j'ai suivi une thérapie en fait avec une naturopathe sur la Suisse qui est très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, cette naturopathe, on me l'a présentée et elle travaille aussi avec le thème astral. Donc c'est une chose qui m'a un peu interpellé. Je me suis dit tiens, une naturopathe qui travaille avec le thème astral et tout. Et c'est vrai que j'ai commencé à aller la consulter et je me suis aperçu qu'elle avait vraiment une philosophie de vie qui était très intéressante, qui était vraiment basée et orientée sur le non-jugement, sur l'amour inconditionnel, sur le respect des autres, sur le respect de soi-même, et ça m'a interpellé, ça m'a fait vibrer, on va dire carrément. J'ai eu l'impression de me reconnaître là-dedans. Elle m'a proposé, maintenant il y a 3 ou 4 ans en arrière, de suivre sa formation d'énergéticienne. Donc j'ai suivi cette formation, donc je suis maître enseignant en énergie chambalienne. Donc nous on a appelé ça donc les énergies New Paradigm. Donc j'ai un diplôme justement là-dedans. Et ça a été un petit peu ma première approche justement sur les soins pour les... Ta porte d'entrée. Voilà, ma porte d'entrée où j'ai commencé à faire des soins classiques dans mon entourage, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des maux de tête et puis donc à lui envoyer de l'énergie pour... C'est ça, tu faisais autant les animaux que les humains. C'est-à-dire que ça a commencé sur les animaux parce que sur les humains parce que j'avais un petit peu un manque de confiance en moi et puis c'est vrai qu'après finalement j'ai les animaux à la maison, j'ai mon élevage. Quand j'avais un chaton qui avait l'air d'être pas trop bien, je lui envoyais de l'énergie, etc. Et là, j'étais vraiment surpris de voir que les animaux répondaient beaucoup plus facilement aux soins énergétiques que les humains. Et alors si quelqu'un voulait s'orienter dans la même direction que toi, alors là je pense plutôt au côté soins et médecine complémentaire, mais peut-être que tu pourrais nous donner aussi des conseils après sur l'élevage et le jugement. Mais quels seraient tes conseils? Est-ce que tu l'orienterais plutôt vers un type d'études particulier? Alors, à la base, c'est vrai que si on veut travailler dans les énergies ou dans les fleurs de Bach ou dans n'importe quelle autre médecine complémentaire, mais dans le domaine animalier, je conseille quand même de faire une petite formation animalière. Donc ça peut être très bien des études en biologie, pour connaître un petit peu la physiologie, connaître exactement comment fonctionnent les organes, etc. Peut-être que ça n'apportera rien de concret comme ça en y réfléchissant, parce qu'on se dit on travaille sur les énergies, pourquoi j'ai besoin de savoir comment fonctionne un cœur, comment fonctionne le foie, etc. Mais on a besoin quand même de savoir à quoi servent les organes, etc. Et c'est vrai que même si quand je pratique un soin, je vais pas me dire ah oui alors le cœur fonctionne comme ça, etc. Je sais que si je vais me diriger vers l'organe du cœur, c'est parce que des fois il y a des faiblesses à d'autres endroits, parce que le cœur va justement créer telle fonction dans l'organisme, et si on a des dérèglements ailleurs, c'est peut-être parce que les répercussions. Les répercussions. Faut peut-être travailler sur le cœur pour que justement lui puisse envoyer des énergies différentes pour après soigner un point qui est à l'opposé d'où il se situe. C'est ça, aller voir le foie avec le cœur ou avec les poumons. Exactement. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre pour les personnes qui ne sont pas là-dedans, mais c'est vrai qu'on parle souvent de chakras. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on a conscience que l'être humain a des chakras, on l'entend dans tous les sens, mais les animaux aussi ont des chakras.
ils sont pas positionnés de la même au même endroit que sur l'être humain, pas du tout positionnés dans la même direction, mais ils sont là également. Et il y a besoin de pouvoir avoir un équilibre entre tous ces chakras, entre tous ces points énergétiques, on va dire, pour pouvoir justement avoir une harmonie au niveau du corps. Parce que finalement, la tension de tous les jours, le stress, et les animaux sont très sensibles au stress parce que finalement, ils vivent avec nous et ils subissent notre stress de notre vie de tous les jours. Donc, les enfants qu'on doit s'occuper, le travail, zut, on est en retard, il faut aller faire les courses. Et lui, l'animal, il est là et il va absorber toutes ces énergies de stress et négatives qu'on lui envoie alors qu'il n'a rien demandé. Et ça va lui provoquer après des petits dérèglements qui vont après finalement s'exprimer par des maladies. Parce que finalement, au bout du compte, on s'aperçoit que beaucoup de maladies qui se développent au sein d'un individu, humain ou animal, sont souvent des répercussions à son mode de vie et à ce qu'il subit, entre guillemets, malheureusement, sans s'en apercevoir au cours de sa vie. Bien sûr, oui, non, c'est sûr. Finalement, finalement, c'est exactement la même chose que pour nous, à part que lui, il est passif et il le subit. C'est ça, c'est que lui, il va pas prendre son petit attaché-caisse pour aller travailler au bureau ou mettre son cartable sur le dos pour aller à l'école. Et il le subit. Il le subit. Lui, il va être là et puis il va voir tout le monde qui court dans tous les sens, tout le monde qui crie, il va recevoir autant d'amour qu'il va pouvoir recevoir dans sa famille, mais il va recevoir aussi les points négatifs de notre vie stridente et stressante d'être humain, quoi. Donc finalement, le conseil, ça serait de pas se diriger directement dans les soins énergétiques. Voilà, c'était là que on peut avoir une approche sur les soins énergétiques pour déjà savoir si ça nous convient, si on est vraiment parti là-dedans. C'est vrai que de toute façon, toutes les personnes qui sont en tant que thérapeute ont eu également à la base une thérapie qui vont les avoir orientés dans ce type de soins. Quelque chose qui a résonné en eux. Voilà, il y a quelque chose. Il faut avoir envie d'aller dans cette direction à un moment donné. C'est-à-dire que pour être un thérapeute au niveau des fleurs de bac, il faut être utilisateur de fleurs de bac soi-même pour pouvoir justement connaître un petit peu le mécanisme, les effets. Avoir une affinité avec ce type de soins. Pareil pour l'énergétique, j'invite vraiment les personnes à recevoir des soins énergétiques pour voir un petit peu ce qu'ils ressentent aussi. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout magique, hein, c'est pas du genre, il n'y a pas un fil conducteur en se disant bon voilà, je reçois un soin énergétique, je vais recevoir de la chaleur, je vais avoir froid, je vais avoir mal. Des fois, on ressent rien du tout. Et ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, parce qu'après, on s'aperçoit sur le long terme que ça fonctionne. Mais tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, reçoivent un soin de manière différente en fonction de ce qu'ils ont besoin. Oui, il n'y a pas un tracé, tout écrit. Non, voilà, c'est pas point A, voilà. On pose les mains ici, point 2. D'où le lâcher prise, quoi. Exactement. Et c'est vrai que donc, dans un premier temps, donc peut-être s'ouvrir à ce genre de soins, quels qu'ils soient, pour pouvoir se renseigner. Partir sur une filiale, justement, biologique aussi, pas forcément faire des grandes études, hein, mais s'orienter vraiment là-dedans pour connaître un petit peu spécifiquement ces choses-là. Et pour être franc, on s'aperçoit que toutes les personnes qui sont thérapeutes actuellement viennent d'univers différents. C'est sûr que moi, je viens d'un milieu scientifique avec la physiologie, la génétique, le comportement animal. On est d'accord, c'est quelque chose de poussé. Mais après, j'ai des amis qui sont aussi dans l'énergétique, qui sont finalement responsables informatiques. Qui sont cuistots dans un resto. Donc ça s'ouvre à tout le monde. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Il faut être sensible à ces nouvelles formes d'énergie, ces nouvelles formes de soins, pour pouvoir envie d'aller là-dedans et percer là-dedans. C'est ce qui est important. Et du côté élevage Alors pour l'élevage, sincèrement, il faut vraiment être passionné. Il faut pas se dire que c'est une profession qui va vous faire gagner de l'argent. Tu peux en vivre un petit peu quand même on ne peut pas en vivre du tout. Si on fait les choses correctement, il faut avoir un travail à côté. Ou être en couple et puis avoir son partenaire qui a un travail à côté pour être sûr. Parce que c'est énormément d'imprévus. Quand on veut faire les choses bien, on travaille avec du vivant, comme on dit, avec des êtres vivants. Et ils sont comme nous, comme nos enfants, à être sujets à des maladies, des choses comme ça. Donc ça fait énormément d'argent qui sort. On est obligé aussi de suivre une ligne de conduite quand on veut justement élever une race, parce qu'il y a des standards qui existent. On doit faire de la sélection. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu des termes barbares où on se dit on est vraiment loin de l'image, on aime les animaux, etc. Mais malheureusement, s'il y a des races qui ont été mises en place, c'est pour qu'on continue dans cette direction
Après, il suffit de faire les choses bien aussi, c'est-à-dire qu'on va pas... J'ai une amie qui me fait rire souvent, c'est ma meilleure amie qui dit tout le temps, oui, alors il y a des éleveurs, ils veulent se lancer éleveurs, et puis ils marient Lulu sur Lily, et puis ils cherchent pas à savoir ce que c'est, etc. On se retrouve avec des problèmes de consanguinité, des problèmes médicaux qui vont arriver après. Bien sûr. Mais le travail d'éleveur, la passion d'éleveur, c'est avant tout de faire naître des animaux qui sont en bonne santé, bien dans leur tête, et qui répondent aux standards esthétique, on va dire. De la race, de la oui, race. bien sûr. Et du coup, c'est ce qui est plus compliqué parce que ça demande énormément de temps. Après, évidemment, notamment au niveau du chat, on va dire qu'il y a de nombreuses contraintes parce que, imaginez vivre avec des chats qui ne sont ni castrés ni stérilisés. Il y a le marquage, donc il faut être aussi une bonne femme de ménage, on va dire. Oui, c'est savoir jouer de l'huile de coude pour enlever les petits pipis qui ont été faits des fois en dehors de la litière, etc. Et puis, des animaux comme les chats qui ne sont pas castrés ont quand même une odeur sur eux parce que les chats fonctionnent beaucoup avec les phéromones. Donc du coup, finalement, ils vont dégager une odeur sur eux. Une odeur qui peut être désagréable dans la maison quand on veut inviter des gens qui ne sont pas habitués aux animaux ou autres. Donc c'est vrai qu'il faut y penser. Il faut y penser aussi. C'est pas on s'improvise éleveur, c'est mignon, on va avoir des bébés chats à la maison, etc. Il y a les avantages parce que c'est tellement beau à vivre de faire naître des bébés, de voir l'évolution, etc. C'est magique, je vais pas le cacher. Mais à côté de ça, faut avoir aussi le cœur accroché. Et je pense qu'il faut aussi trouver des bons vétérinaires qui vous accompagnent également parce que du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontré, Constance, et c'est vrai que si on n'est pas bien épaulé et puis qu'on n'a pas une bonne communication avec ces vétérinaires, on a aussi du mal à avancer dans la bonne direction et puis à pas faire n'importe quoi parce que on s'improvise pas, on peut pas savoir, on n'a pas le savoir absolu, il faut se faire aiguiller, avoir des conseils de la part d'autres éleveurs quand ils sont ouverts à être dans la conversation et dans la communication, et puis aussi au niveau des professionnels, comme je disais aussi pour les juges. Mais c'est ce que tu disais, ce que je trouve qui est très important, c'est que c'est très difficile d'en vivre, voire impossible. Et ça, c'est, à mon avis, essentiel à souligner, parce que les gens se disent, tiens, il a gagné tant par chaton, donc à la fin, il a gagné tant. Pas du tout. Oui. Il y a tous les soins qu'on a fait au chaton entre-temps. Et ça, c'est indispensable au bon fonctionnement de l'élevage. Et puis, l'autre chose, c'est d'être bien accompagné et bien informé. C'est ça. Donc c'est vraiment une passion. Et alors chez le Sacré de Birmanie peut-être en particulier, mais juste pour que les gens comprennent bien, quel souci tu peux retrouver, quelle maladie particulière? Alors au niveau du Sacré de Birmanie, c'est un chat qu'on dit color point, donc c'est-à-dire comme la majorité des chats color point, comme les siamois, les ragdoll. Ça qu'on les extrémités. Voilà, qu'on les extrémités colorées, généralement avec les yeux très très bleus. Ces chats-là sont souvent sujets à des problèmes rénaux. Donc il est important de pouvoir justement faire attention de ne pas faire de la consanguinité pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour pas avoir de problèmes rénaux. Pas sélectionner les chats à problèmes rénaux. Exactement. Et malheureusement, on peut pas le savoir à l'avance. Sur certaines races comme le ragdoll, il existe des tests génétiques. Malheureusement, sur le Sacré de Birmanie, il n'en existe pas. Grosso modo, j'en avais discuté avec une de mes vétérinaires qui m'avait dit il faudrait faire des échographies cardiaques ou des échographies rénales sur les chats jusqu'à l'âge de 6 ans, parce que ça peut arriver jusqu'à l'âge de 6 ans. Je sais pas si tu me confirmes. Oui, ça me semble. Disons qu'après, au-delà de 6 ans, ça sera plutôt un vieillissement organique plutôt qu'une malformation congénitale. Ouais. Le seul souci, c'est que, notamment au niveau du Sacré de Birmanie, comme on n'a que cette possibilité de faire les échographies, malheureusement, c'est que on met nos chats à la retraite à 6 ans. Donc ça voudrait dire qu'on serait obligé de garder des chats à la maison jusqu'à l'âge de 6 ans, commencer la reproduction avec eux en se disant on est sûr qu'ils n'ont pas de malformation, de problèmes génétiques au niveau des reins. Au moment où ils partent à la retraite. Voilà, au moment où ils partent à la retraite. Donc c'est un petit peu incohérent. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire attention aux mariages qui sont effectués. Quand vous devez acheter un Sacré de Birmanie, notamment, parce que c'est la race qui m'intéresse, demandez bien toujours à savoir les parents du chaton et puis pouvoir justement voir s'il n'y a pas trop de consanguinité qui a été faite dans le chat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le critère morphologique, beauté, qui est très important, et c'est évident qu'on veut un Sacré de Birmanie qui ressemble à un Sacré de Birmanie, mais il n'y a pas que ça. Exactement. Il y a aussi à côté tous les soucis génétiques qui peuvent entraîner des maladies, les problèmes de consanguinité, et ça c'est très important à souligner aussi. Et notamment après, généralement, quand on est éleveur passionné, on en vient au métier de juge, comme je disais tout à l'heure, donc à pouvoir donner des conseils aux éleveurs
pour qu'ils ne s'éloignent pas trop du standard, qui certes fassent le chat de leurs rêves dans leur maison, avec les qualités qu'ils aiment, tout en restant quand même dans le standard de la race. Mais alors, en plus, ne s'improvise pas qui veut, juge, quoi. Exactement. C'était long. C'est un parcours de longue haleine parce que... Encore un autre. Ah oui, c'est pas le même parcours que vétérinaire Non, je pensais à tout ce que tu avais fait à côté, toutes les casquettes, un petit peu de... Ah oui, j'ai toujours été très friand de découvrir les nouvelles choses, donc du coup c'est vrai que ça c'est une partie de ma personnalité. Mais c'est vrai que donc la casquette de juge, on devient pas juge comme ça. Donc en fait à la base il faut déjà être éleveur, donc il faut avoir une reconnaissance au sein du monde professionnel du LOF en tant qu'éleveur. Il faut avoir 2 individus dans notre élevage qui sont grands champions internationaux. D'accord. Donc ça fait donc il y a déjà des conditions des d'entrée. Conditions qui sont déjà bien spécifiques. Donc du coup, il faut donc ces 2 champions internationaux chez soi, et du coup une fois qu'on a réussi à avoir ces 2 grands champions, il faut avoir un chat qui est à l'opposé de la race qu'on élève. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une petite sphinx avec moi, donc ces chats qui n'ont pas de poils, hein, qui sont adorables en soi, mais qui font peur souvent aux gens par leur physique atypique. Pourquoi est-ce qu'ils imposent une race à l'opposé ? Ils imposent une race à l'opposé justement pour voir qu'il existe des tempéraments de chats qui sont différents, pour voir qu'il y a des structures morphologiques qui sont différentes, que chaque race de chat a des spécificités qui lui sont propres. Comme ça, on peut également aussi conseiller les personnes par rapport justement au choix d'une race. D'accord. Donc, ils nous demandent juste une race en plus et ça permet aussi, on va être concret, hein, de voir aussi la motivation de la personne qui veut devenir juge. Bien sûr. Donc on nous demande également, une fois qu'on a obtenu donc notre grand champion international également dans la race opposée à laquelle on élève, on doit également participer aux expositions en tant que organisateur. Donc on nous demande pas d'organiser une exposition, mais on nous demande de participation à la vie d'un club qui organise une exposition, d'être dans le secrétariat, d'être en tant qu'assesseur, donc c'est-à-dire de faire appeler les chats à la table de jugement, pour justement de voir comment fonctionne un club et comment fonctionne la vie en exposition. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. On nous demande d'avoir des attestations comme quoi on a bien participé à ces expositions dans le staff, comme on dit. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut passer un examen théorique, l'examen qu'ils appellent à livre ouvert. Donc on va vous fournir un questionnaire de 100 questions, que ça soit sur l'éthique, sur le fonctionnement des standards, sur la génétique et sur une autre partie qui est propre à la vie d'exposition. Et donc une fois que vous avez validé donc cet examen, on a le droit de commencer à faire ce qu'on appelle nos élèves juges, c'est-à-dire de faire la pratique. Donc on s'inscrit à des expositions en tant qu'élève juge et on est, entre guillemets, chapeauté par un juge international qui est là en train d'exercer et de juger à l'exposition. Et celui-ci va nous expliquer en fait les standards de race, à manipuler les chats et nous expliquer vraiment la profession pratique de juge. D'accord, bah écoute, merci beaucoup parce que tu as beaucoup de casquettes, Yann. Et Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, elles sont pas différentes tant que ça les unes des autres. Tu as besoin de chacune pour avancer dans l'autre. C'est-à-dire que tu as besoin un petit peu d'éthologie pour soigner l'animal. Tu as besoin aussi de ton éthologie pour faire ton élevage. Et puis au sein de ton élevage, tu serviras de la médecine complémentaire pour les traiter. Pareil dans le jugement. Le jugement, je pense que tout cet aspect éthologie qui permet de comprendre l'animal et son propriétaire. Et puis aussi un petit peu énergétique. Je pense que tu ressens un petit peu les choses, la façon dont tu vas devoir t'adresser à la personne que tu as en face de toi. Et même pour les chats, parce que du coup, il y a certains chats qui sont stressés et il m'est arrivé de faire rapidement un petit soin énergétique sur le chat pour le détendre quand il était sur la table de jugement. Oui, c'est ça, pour le faire se sentir un petit peu mieux, parce que ça doit être aussi un peu stressant pour certains chats, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'être trimballés en exposition où il y a du bruit, du monde, ils sont manipulés. Donc c'est très chouette parce que finalement t'as pas un métier, t'en as plein, mais ils sont tous imbriqués les uns dans les autres et c'est tout un chemin de vie qui t'amène à l'endroit où tu es aujourd'hui. Donc déjà merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Et alors si tu veux bien, on va finir par la petite question de fin de podcast qui va être notre question rhétorique. Oui. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi surtout? Alors du coup,
ça va faire un petit peu la personne qui veut passer de la pommade à Bonjour Eustache, mais en fait, je vais dire le pandarou, parce que du coup... Tu vois, tu dis pas le chat finalement. Non, pas le chat. J'aime tous les animaux, mais c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été interpellé par le pandarou, parce que pour moi, un panda à la base, c'était plus un animal, Noir et blanc. Le noir et blanc, le gros nounours noir et blanc qu'on connaît. Ah, voilà. Et c'est vrai que pandarou, c'est tout petit, ça ressemble à un petit raton laveur, à un petit renard, à tout ce qu'on veut, ça grimpe dans les arbres. C'est un côté très espiègle, et puis par le fait d'avoir fait l'éthologie, je me suis intéressé un petit peu à son comportement, et j'ai été fasciné par cet animal. Très bien. Écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette super interview. Merci à toi. C'est un plaisir. C'était très enrichissant. Je pense qu'on a appris plein de choses. C'était pas un métier que tu nous as présenté, Voilà. mais plusieurs, et tant mieux. Comme ça, on peut voir qu'on n'est pas obligé de choisir une voie et de s'y tenir. On a tout un champ des possibles qui s'ouvre devant nous, et il faut en profiter. Et garder en l'idée que c'est toujours la passion qui doit vous diriger, et puis toujours être dans les bonnes intentions. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci beaucoup à toi. Et voilà, du poil aux pattes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur le blog du site Bonjour Eustache. Surtout, partagez-le avec vos amis et aidez-nous à le faire connaître. Souvenez-vous aussi que sur le site bonjoureustache.com, vous pouvez commander des box de compléments alimentaires personnalisés pour votre chien, votre chat ou votre cheval. Je les adapte selon l'âge, l'activité, la race ou la saison. N'hésitez pas à nous rendre visite. À bientôt pour le prochain podcast.